Bien, bonjour Pascal. Bonjour Jean-Pascal. Bienvenue dans le podcast des magiciens de la vente. Merci. Et alors dis-moi, qui es-tu? Ah oui. Oui. Et qui Pascal suis-je? Aumont, qui es-tu? Je suis Pascal Aumont. Voilà, ça y est, une autre question. Non, je suis conférencier. Donc mon métier, c'est d'aller dans les entreprises. Imagine, tu as un séminaire, tu appartiens à une grosse boîte, genre Orange, Engie, Crédit Agricole. Tu sais qu'il va y avoir plein de moments, il va y avoir des messages qui vont être passés par la directrice financière, le directeur marketing. Et au milieu de tout ça, tu veux un petit espace, un petit îlot de fraîcheur, un petit truc qui va changer un petit peu. Et moi, j'arrive, je parle pendant 1 heure sur différents sujets. J'ai la prise de parole en public, j'ai le disque, j'ai le passage à l'action. Et pendant 1 heure, je parle de ce sujet, mais avec un angle un peu inédit, original, avec mon humour et en passant des messages forts, des messages importants, mais en tout cas en faisant en sorte que les gens passent un bon moment. Donc tu amènes un peu de fraîcheur, tu es un peu le Hollywood de l'entreprise, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai l'habitude de dire que je crée l'événement dans vos événements. Ah, très bien. Ouais. Tu as parlé des grosses entreprises, mais ça peut être aussi une petite. Ouais, bien sûr, ça peut être. Les petites entreprises ont moins de moyens, mais je peux faire des petits efforts quand même. Non, souvent c'est des grosses entreprises ou des moyennes entreprises, parce que souvent, voilà, dans ce genre d'événements, de gros événements qu'ils organisent, ils aiment bien avoir ce moment-là, mais ça peut être effectivement des entreprises plus petites, il n'y a aucun problème. Très bien, donc on va parler des sujets que tu as évoqués, on va parler de communication, on va parler du disque, on va parler aussi de PowerPoint, un outil que tu apprécies et dont tu parles aussi dans tes conférences. Mais alors justement, moi j'ai étudié ton parcours et j'ai vu que tu étais ingénieur. Absolument. Au démarrage. C'est vrai. Que s'est-il passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai suivi, tu sais, le petit parcours tranquille, école, collège, lycée, baccalauréat série C. Pour les plus anciens, ça veut dire quelque chose. Je vois. Pour ceux qui l'ont eu après 95, je crois, ça s'appelait autrement. Mais bon, c'est le baccalauréat scientifique. Après, c'était S, ouais. Voilà, j'ai fait un doc de mathématiques appliquées et sciences sociales et j'ai fait une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion des entreprises. Bref, un parcours hyper classique, tout en ayant à côté une grosse activité artistique. Depuis que je suis gamin, du théâtre, j'ai découvert l'improvisation théâtrale quand j'étais étudiant, du seul en scène. Plein de choses sur scène qui font qu'il y avait vraiment ces deux parcours qui étaient comme ça. Qui étaient tiraillés. Ils étaient parallèles, j'étais pas vrai. Enfin, oui, tiraillés, on va dire ça. Parce qu'évidemment, après mes études d'informatique de gestion, j'ai bossé pour des boîtes de services en informatique, puis chez les clients. Enfin, voilà, après, j'ai bossé dans une boîte de finance. Et puis, j'ai fini ma carrière d'informatique en travaillant chez Google à New York. Oh, pas mal. Voilà, ça c'était jusqu'à fin 2009. Okay. Et puis il y a eu ce truc-là, fin 2009, je rentre en France avec mon épouse, avec notre premier enfant qui était né là-bas. On arrive en France et je me dis, bon, là j'ai 33 ans, soit je continue l'informatique. Je continue chez Google, mais en France et tout, jusqu'à 64. Belle carte de visite déjà. Voilà, ouais, 64, 65, 67 ans, je sais pas, ça dépend. Bref, mais je risque d'être pas hyper heureux. Soit je choisis ce moment charnière, là, maintenant, pour changer. Le retour en France. Voilà. Et donc, j'ai choisi ce moment charnière, là, à ce moment-là, pour changer, pour dire, OK, je connais le monde de l'entreprise, je connais le monde du spectacle, je vais faire rejoindre les deux, je vais mettre le spectacle dans l'entreprise. Et donc, en fait, ce que j'ai fait pendant de nombreuses années, c'est des formations. Des formations prise de parole en public, où j'apprenais aux gens à utiliser les outils que je connaissais, moi, du théâtre. J'ai participé à une de tes formations. Absolument, c'était il y a une bonne dizaine d'années. Hein. Oh là là, jadis. Ouais. Et donc, tu te rappelles, hein, on mettait les outils du théâtre au service de la prise de parole en public. Et ça c'est toujours transformant, en fait. C'est 2 jours qu'on passe en général en formation. Et puis après, j'ai découvert le monde de la conférence que je ne connaissais pas au travers de l'Association française des conférenciers professionnels. Et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment un truc pour moi. C'est un temps encore plus court que la formation. Ouais. On est juste de passage. Voilà, on passe, on fait son show et on repart. Enfin, condensé en 1 heure, quoi. Voilà, et ça vraiment, c'est le truc qui me convient parce que c'est vraiment du spectacle au service de messages importants et au service de l'entreprise. Et là, on y était. Très bien. Écoute, bon résumé, sacré switch. Donc, on est dans le podcast des magiciens de la vente. Hein. Tu sais que moi, je parle de vente. Absolument. D'ailleurs, moi, je suis venu là pour que tu me fasses un tour de magie. Très bien. Écoute, bon, on en parlera. Ouais, d'accord. Dans la vente, évidemment, les commerciaux doivent prendre la parole. Alors, pas forcément en public, mais ça arrive aussi qu'il peut y avoir 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Qu'est-ce que pour toi, ça évoque? En tous les cas, quel truc, moi j'aime bien que ce podcast soit très concret, quel truc tu pourrais donner peut-être à des commerciaux pour être plus à l'aise dans leur prise de parole en public ou même en one-to-one? En fait, moi je considère qu'à partir du moment où tu as 2 personnes devant toi, c'est déjà un public. Ouais.
Et donc, quand il y a un type qui vient me vendre des fenêtres chez moi parce que je refais l'isolation de la maison, il est là et il y a moi et mon épouse, on est deux, il prend la parole face à un public. Et donc, je peux parler de mon expérience des commerciaux, soit au travers des commerciaux que j'ai rencontrés moi quand j'achetais quelque chose, soit au travers aussi de ceux que j'ai pu rencontrer dans mes formations et mes conférences. Et tu es commercial aussi. Et je suis commercial. Il faut vendre tes conférences. Mais en fait, on est tous quelque part des commerciaux. On a tous quelque chose à vendre tout le temps. Mes enfants aussi sont des commerciaux. Non, ils sont pas. Est-ce que quelqu'un les achèterait? N'écoutez pas les enfants. Et donc, on a tous rencontré effectivement cette situation de vente. Et moi, j'aime bien dire que dans la prise de parole, il y a 3 niveaux de connexion. Okay. Il y a le niveau -1 de la connexion, qui est le niveau de la connexion où les gens sont connectés essentiellement à leur PowerPoint. Et c'est un des sujets qu'on pourra développer après, de ce que j'ai compris. Et donc, ils sont connectés qu'à leur PowerPoint. C'est le niveau -1. Là. On est vraiment... C'est même pas le niveau 0, tu vois, c'est le niveau -1. Pour moi, après, il y a le niveau 0. C'est la personne qui est connectée juste à sa propre expérience ou juste à son propre produit en tant que vendeur, en oubliant qu'en face, il y a du monde. Et pour moi, l'objectif de toute personne qui prend la parole face à au moins ou un auditoire, ça peut être 800 personnes comme ça peut être une seule personne, c'est de créer cette connexion. Et pour moi, la bonne vendeuse, le bon vendeur, c'est la personne qui est capable de monter dans les étages. Ne pas être au niveau -1, ne pas être au niveau 0, être au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la connexion avec son client en face pour pouvoir réussir l'acte de vente. Donc la connexion. On crée la relation, quoi. Ouais, la relation, la connexion, on appelle ça comme on veut, voilà, ouais. Avant de faire quoi que ce soit. C'est ça. Moi, je dis, ton client, il t'achète toi avant d'acheter quoi que ce soit. Ouais. Que si t'achètes pas toi, il achètera rien, donc c'est même pas la peine de parler de produit. Ouais. Ok, et donc, du coup, pour toi et dans ce que tu as pu percevoir, c'est quoi les pires défauts des commerciaux? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait de rester centré sur leur PowerPoint ou centré sur leurs produits? Ou est-ce que tu en as identifié d'autres? Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. C'est le commercial qui oublie que d'abord, il est face à des êtres humains et que donc, il faut réussir à établir une belle connexion, une belle relation avec les êtres humains avant de venir parler de ses produits, avant de vanter les détails techniques de ses produits, etc., etc., etc. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ça passe donc par plusieurs choses. Ça passe par le langage des mots, ça passe par le langage de la voix, ça passe par le langage du corps. Et finalement, je dirais que dans tous les gens qui prennent la parole en public, donc y compris chez les commerciaux, ce que je rencontre le plus souvent comme problème, ce sont des gens qui perdent conscience du fait qu'ils ont un corps. Okay. Et il y a un truc, c'est très, très cérébral, peut-être encore plus chez les Français. Parce qu'on est tous les héritiers de Descartes. Et on a ce côté où on aime bien transmettre beaucoup d'informations, dire que de toute façon, nous ne faisons que des choix rationnels et que donc finalement, on donne les bonnes informations. Alors les gens auront ce qu'il faut pour pouvoir faire le bon choix rationnel. Et on en oublie qu'on a aussi un corps qui est là pour parler. Et que la première relation qu'on a avec quelqu'un, c'est une relation de... On voit un corps, comment est-ce qu'il bouge, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il crée le contact visuel. Est-ce que c'est quelqu'un qui sourit, est-ce que c'est quelqu'un qui se tient renfermé, est-ce que c'est quelqu'un qui se tient ouvert. Et donc, le langage corporel, pour moi, est un langage essentiel et souvent, on a tendance à l'oublier. Surtout à l'ère de l'IA aujourd'hui. On parle beaucoup d'IA, on parle maintenant même aujourd'hui de prospection, peut-être même téléphonique avec de l'IA. Est-ce que demain, on aura des vendeurs IA en face de nous en visio ça risque d'arriver. Après, est-ce que ça marchera? Je ne sais pas. Je l'espère que non, parce qu'effectivement, pour moi, ce qui fait la différence, c'est la création de cette relation, c'est la création de l'émotion. Et c'est vrai que d'être centré sur l'humain, et aujourd'hui, je pense qu'on a encore besoin de peut-être plus d'humains qu'avant. Donc, tant mieux, parce que c'est important. Alors, tu me parlais de communication, tu parlais du corps, tu parlais du ton, tu parlais de l'attitude. On a un petit truc qui résume ça, c'est les 3 V, le visuel, le verbal et le vocal. Et je voulais te parler d'une étude dont on parle beaucoup dans les formations à la communication, les formations commerciales, les formations management, qui est cette fameuse étude de Albert Mehrabian de l'université de UCLA. Yes. Donc, j'aime bien rappeler ça parce que c'est vrai que moi j'avais un sweatshirt, c'était marqué UCLA. Ah oui, UCLA, bien sûr. Et en fait, il était très beau, mais je ne sais pas ce que ça voulait dire. Donc maintenant je le sais, c'est Université de Californie à Los Angeles, tout bêtement. Mais je portais ça de manière très intelligente. Et donc qui nous dit que le visuel représente ou représenterait 55% de l'impact de notre communication, le vocal 38% et le verbal 7%. Ouais. Et je sais que, mais comme plein de gens,
je suis ravi d'échanger avec toi là-dessus. On n'était pas totalement en phase avec cette étude. Non, mais c'est un sujet super intéressant parce que, on commence à en parler et à expliquer qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais c'est vrai que pendant des années, beaucoup de formatrices, de formateurs ont parlé de ça. Et voilà. Donc, Albert Mehrabian, je ne sais pas quel âge il a. Peut-être qu'il a 156 ans. J'en sais rien. Non, mais je crois qu'il est encore là. Ah, okay. Mais Albert Mehrabian a dit lui-même, les gars, mais arrêtez avec cette étude. J'ai dit ça, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu aurais pu dire autre chose. Ce jour-là, j'étais pas bien réveillé. Non, il a fait ça sur un tout petit échantillon. Et surtout, il a dit, attention, ces pourcentages-là, je les donne quand on est en train d'exprimer un sentiment. En gros, quand on est en train d'exprimer du j'aime pas. Évidemment, si tu m'offres un chocolat et que je prends le chocolat et que je te dis, vachement bon ton chocolat, on comprend que mes mots disent il est bon ton chocolat, mais que mon corps et ma voix disent arrête de m'offrir. Il n'y a pas de congruence là. Voilà, il n'y a pas de congruence. Arrête de m'offrir ces putains de chocolat avec de l'alcool dedans. Personne n'aime ça, donc arrête quoi. Donc j'aime pas. Allez, on peut dire, je sais pas comment est-ce qu'on en vient à 55% au lieu de 57 ou de 53. J'en sais rien, mais on peut dire que effectivement, ça va être plus le corps et la voix qui vont exprimer le fait qu'on n'aime pas. Maintenant, si moi je viens te donner un chiffre et que je viens te dire, nous sommes 8 milliards sur Terre. Bon, bah si je te le dis qu'avec mon corps et avec ma voix, ah, ok. Tu sais pas du tout ce que je t'ai dit. Et tu ne sauras pas combien on est sur Terre. Tu m'as dit qu'on était 8 milliards sur Terre. Je parle très bien le gros mollo. Le gros mollo. Voilà, donc si je veux donner une information précise, évidemment que c'est les mots qui à 100% vont être importants. Donc Mehrabian, il est sûrement super sympa. Et d'ailleurs, le pauvre, il se bat pour qu'on arrête de dire des conneries sur ce qu'il a dit un jour. Donc arrêtons avec cette étude. Gardons-en le fait que oui, le corps et oui, la voix ont un langage, que oui, le corps et la voix sont importants pour transmettre ces messages, mais ne disons pas que les mots ne servent à rien, parce que ce serait vraiment dommage d'avoir appris à parler. Si en vrai, on n'a que 7% de ce qu'on dit, enfin de ce qu'on... Tu vois, je ne trouve pas le mot. De ce qu'on veut exprimer. Et bah, je ne trouvais pas ce mot exprimer, par exemple. Très bien. Écoute, tu m'appelles dès que tu as besoin de... Voilà, dès que j'ai besoin, je t'appelle. Mais on est quand même d'accord, même si les pourcentages, on peut en discuter, que si on devait hiérarchiser l'importance de chacun de ces 3 canaux dans notre communication, notre attitude et notre ton passent peut-être avant ce qu'on doit dire. Je te prends l'exemple d'un bonjour. C'est sûr que si tu as un patron d'une boîte qui arrive et puis il arrive dans la salle de réunion et il fait bonjour. Bon, alors effectivement, il a dit, et alors que s'il arrive, il fait bonjour. Et la perception est différente. Hein, c'est comme quand tu dis, voilà, imagine, tu as ta femme à côté de toi, tu fais ouais, je t'aime. Bah, tu vas pas y croire, on est d'accord. Non. Maintenant, si je le dis de la bonne façon, les gens qui nous regardent risquent de tomber amoureux. Mais c'est quand même bien de se dire, et ça, malgré tout, pour les commerciaux, ça peut les aider, mais comme tout le monde, de dire, attention, c'est quand même une grosse partie de notre communication, elle est dans notre corps et dans notre façon de dire les choses. Que ce soit au téléphone ou en face à face, parce que même au téléphone, on ressent la posture de la personne. Bon, je dis souvent les gens au téléphone, tu fais de la prospection, mais déjà, tu restes pas en pyjama. C'est-à-dire que déjà, tu te mets, alors pas forcément en costard-cravate, mais tu te mets dans une tenue à peu près professionnelle. Et ça va se ressentir, déjà, toi, tu vas le ressentir. Ça crée ton personnage. Tu rentres dedans dans ton personnage. Donc, Albert Mehrabian, on lui a fait un petit peu sa fête. Voilà, on lui a fait sa fête et on garde effectivement, comme tu le dis, que le corps et la voix sont des éléments importants, essentiels pour bien transmettre un message, pour captiver, pour attirer l'attention, pour transmettre des émotions. Et si effectivement je dis à ma femme ça va chérie ? Là, c'est un ça va chérie amoureux. Si je dis ça va chérie ? Effectivement, ça va pas être la même chose. Bon, alors, c'est vrai qu'on parle de prise de parole en public pour des commerciaux, et il y a aussi un élément qui est important qui se rattache à la prise de parole en public, c'est cette notion de tract, d'angoisse avant un rendez-vous, de stress. Est-ce que là aussi, tu as des petits tips peut-être pour les calmer ? Alors, on sait que c'est quand même compliqué à dire, bah non, j'ai pas le tract, j'ai pas de stress, et je pense que tout le monde en a. Bah oui. Maintenant, voilà, est-ce que tu as peut-être un ou deux tips à communiquer pour gérer ça, pour mieux gérer ça? En fait, on a le trac quand il y a quelque chose de nouveau, on est d'accord. Si tu es commercial et que tu as 8 rendez-vous dans la journée et que tu sais que les 8 rendez-vous se ressemblent a priori sur le papier, tu n'auras peut-être pas le trac au 8e. Donc, on a le trac souvent pour des choses un peu nouvelles. Et j'ai breaking news.
Je n'ai vraiment pas de solution miracle contre le trac. Sinon, je serais pas là en train d'en parler. Je serais sur une île tu vois, j'aurais acheté une île et puis, tu crois que et puis je serais milliardaire. Mais oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le truc. Le truc, ça n'existe pas. D'autant notamment parce que. Alors, il y a plein de petits trucs. Tu vas sur Internet, tu vas trouver notamment la cohérence cardiaque, visiblement quelque chose qui fonctionne pour lutter contre certains effets du trac. Je suis pas expert de ça. 5 secondes. Voilà, c'est ça, t'inspires. Mais je voudrais pas dire de bêtises, donc je veux pas rentrer dans le détail de ça. Okay. Mais il y a une anecdote qui est assez révélatrice. C'est, je sais plus, il faut que je retrouve ça, je sais plus quel metteur en scène qui avait travaillé à la fois avec Alain Delon et avec Jean-Paul Belmondo sur un film. Alors peut-être c'était Borsalino ou un autre, j'en sais rien. Et il disait que Alain Delon et Jean-Paul Belmondo avaient des manières très différentes de gérer l'avant moment où on fait... ça tourne action, toi. Okay. Et que Alain Delon, lui, il avait besoin d'être tout seul, voilà, qu'on n'y parle pas. Avec Alain Delon. Avec Alain Delon, on ne parle pas, je suis tout seul avec moi-même, je suis tout seul avec Alain Delon, on ne me parle pas. Donc lui, il avait vraiment besoin de se concentrer. Et puis Jean-Paul Belmondo, lui, c'est vraiment le contraire. Lui, avant une scène, pour gérer son trac, il a plutôt besoin d'être en interaction avec les gens, de faire des blagues, de boxer un peu. Tu vois le truc, quoi. Bim, bim, sautille. Je le vois. Tu vois le truc. Et quand je suis en conférence et que je pose cette question, que je raconte cette histoire et que je pose cette question et que je dis, vous vous sentez plutôt Alain Delon ou plutôt Jean-Paul Belmondo ? En général, c'est vraiment moitié-moitié. Partagé, d'accord. Et ouais, c'est partagé. Okay. Donc, ça veut dire que déjà, on n'a pas les mêmes effets, on n'a pas la même manière de gérer le trac. Donc, on ne peut pas donner de trucs universels parce qu'il y a un truc qui va convenir à des Alain Delon et qui ne va pas convenir à des Jean-Paul Belmondo. Donc, moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est de dire, cherchez des choses qui, sur le web qui vont vous convenir à vous, mais surtout, gardez à l'esprit que la meilleure manière de gérer son trac, c'est d'être hyper préparé. C'est d'avoir vraiment, si on a un entretien super important, préparons-le. Et préparons-le dans les conditions les plus proches possibles des conditions réelles. Donc en ayant quelqu'un en face de nous qui va jouer son acheteur, son client, pour le préparer au maximum. Et si le terrain est connu, oui, on aura le trac, mais on n'aura pas la déstabilisation qui est associée au trac. Et après, dans la prise de parole, concrètement, il y a quand même un truc aussi, c'est de faire semblant de ne pas l'avoir. Alors, ça peut sembler toujours bizarre, mais de se dire que, ok, j'ai le trac, mais je vais quand même faire 3 trucs. D'abord, je vais créer le contact visuel avec les gens en face de moi. Tu avais des trucs, tu ne voulais pas les donner. J'en ai ça y est, okay. C'est une manière d'amener mon auditoire. Alors, le contact visuel. Déjà, tu crées un contact visuel avec les gens. Ça renvoie l'idée que tu as confiance en toi parce que tu as créé le contact visuel. Oui, comme si tu regardes tes chaussures... oui, là, on se dit, le mec a trac. Donc, tu crées le contact visuel. Et là, les gens se disent, il a confiance en lui. Alors, quand il y a beaucoup de gens, plutôt un contact proche, quelqu'un qui serait au premier rang ou plutôt quelqu'un qui serait loin? L'idée, c'est de réussir à faire en sorte que tout le monde ait ce sentiment que... Donc plutôt loin, alors. Donc en fait, partout. C'est-à-dire qu'imaginons que j'ai 100 personnes devant moi. Je papillonne. Je vais aller là. Non, alors je ne vais pas papillonner, je ne vais pas faire un truc... non, je vais vraiment... Je m'arrête. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là. À chaque fois que je m'arrête à un endroit, il y a 6 personnes qui se sentent concernées, tu vois. Donc, je crée le contact visuel avec tout le monde. Mais pas en balayant, en m'arrêtant vraiment. Ça, c'est une première étape pour renvoyer une image de confiance. Super. Deuxième étape, créer le contact par le sourire aussi. Le sourire, ça renvoie une image de confiance en soi, ça génère la bienveillance des gens en face de nous. Et troisième étape, c'est l'ancrage au sol. Alors, quand on est dans la vente, peut-être que si on est dans une salle de réunion, qu'on est 3, on est assis. Mais si on a un peu plus de monde devant nous, on va parfois être debout pour présenter. Ouais. Et si on crée un vrai bel ancrage au sol, ça renvoie l'image, tu sais, du chêne tricentenaire qui est là depuis longtemps, qui a confiance en lui parce qu'il est plus vieux que tous les arbres autour. Donc, le contact visuel, le sourire, belle image, l'ancrage au sol... Ça renvoie une image de confiance. Comme tu renvoies une image de confiance, les gens vont avoir plus confiance, ils vont te renvoyer une image de ils ont confiance en toi. Et il y a un cercle vertueux qui se met en place. Le cercle vertueux de la confiance en soi. Donc, soyez des chaînes. Soyez des chaînes qui regardent. Libérez-vous de vos chaînes et soyez des chaînes. C'est beau. C'est incroyable. Et c'est vrai que, alors je suis d'accord avec toi sur la préparation. Moi, j'insiste avec les commerciaux. Quand on me demande des tips aussi, je leur dis oui, la préparation. J'aime bien cette citation d'Arthur Ashe, ancien joueur de tennis des années 70, qui disait une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Et une des clés de la confiance en soi,
c'est la préparation. Et c'est vrai que c'est comme quand tu vas à un examen. Si tu as appris 100% des trucs, que tu connais tout par cœur, bah, tu vas moins stresser que si tu as appris un truc sur 2. Sinon, tu vas dire, voilà, pourvu que je tombe pas sur ce que je ne connais pas, etc. Donc, si je prends la parole en public, il faut que je connaisse par cœur mon texte. Et puis, bah, si je dois aller voir un client, je connais par cœur le contexte du client, je sais déjà le projeter, je connais sa concurrence, je connais évidemment mon offre, et j'y vais déjà plus serein. Et je dis souvent aux commerciaux, souviens-toi de ton premier rendez-vous, puis quand ils sont là depuis 2-3 ans, 2, 3, 4, 5, 10 ans, bah, ils sont plus dans le même niveau de stress que leur premier rendez-vous. Donc la préparation, c'est quand même 90% de la réussite, et on est en phase là-dessus. En tout cas, j'apprécie ton utilisation d'un exemple hyper moderne comme Arthur H. Alors là... Écoute, j'ai pas trouvé mieux comme citation. Bah, tu prends sa citation, tu la mets dans la bouche de Roger Federer ou d'Alcaraz. Voilà, puis comme ça, c'est bon, on dit c'est la même chose. Okay. Ouais, c'est vrai. Non, mais je vais y penser. Je vais travestir un peu la réalité. Ok, donc on a fait le tour un peu de la prise de parole en public, comment elle peut être utilisée par les commerciaux, l'importance de chacun des 3 canaux, les petits tips pour éviter le trac et puis pour être bien prêt. Il y a un autre outil dont on est fan tous les deux. Et tiens, d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir comment tu es venu donc, à cet outil qui s'appelle le disque, qu'on appelle aussi la stratégie des couleurs. Comment tu es arrivé à être fan de cet outil? Après, je t'expliquerai comment j'y suis arrivé moi, mais voilà, qu'est-ce qui t'a amené à démocratiser, parce que t'es ProcessCom aussi, toi. Hein. Alors, tu l'étais. Ouais, mais je suis pas certifié. Non, mais t'en parlais aussi. Voilà, j'en parlais aussi parce que je participais à un spectacle qui parle de process communication dans lequel je ne suis plus aujourd'hui, mais mais je l'ai fait, voilà. Et donc le disque, en fait, en 2015, je travaillais avec une boîte de formation, et cette boîte de formation a proposé aux formateurs qui bossaient pour eux de certifier au disque. Okay. Moi, j'ai fait j'y suis allé, j'ai découvert l'outil, j'ai trouvé ça génial, j'ai tout retenu, j'étais content d'avoir mon profil et tout. Et puis, comme mon gros business était la prise de parole en public, bah, j'ai mis un peu ça de côté. Je l'ai gardé en disant c'était génial, mais je l'ai mis un peu de côté. Okay. Et puis, il y a quelques années, quand même, le disque est vraiment revenu sur le devant de la scène. Et je me suis dit, mais ouais, le disque. Ah ouais, mais ouais, j'avais oublié que c'était génial. Et je l'aime, moi, le disque. Donc, du coup, je l'ai ressorti de ma besace, je me suis repenché dessus, j'ai réétudié tout ça. Et je me suis dit, tout le monde parle du disque, mais ouais, c'est parce que c'est un outil formidable. Et donc, je vais me remettre à parler du disque. Et même aussi à faire les ponts entre le disque et la prise de parole en public, parce qu'il y a des ponts à faire également là-dessus. Ouais. Très bien. On peut faire un intermède pub d'ailleurs. Ah, bien joué, incroyable. Voilà. La prise de parole en public avec le modèle disque que je vous conseille. Exactement, un livre de Pascal Aumont. Pascal Aumont, oui, c'est vrai, il est en face de moi. Ça tombe bien, j'ai le livre là, il est en face de moi. Donc oui, c'est marrant parce que moi le contexte est un petit peu le même. C'est vrai que moi quand j'ai commencé ce métier de créer mon cabinet de formation qui s'appelle Coach de vente conseil, j'ai créé moi ça en 2005. Et comme toi, je me suis un peu imprégné de pas mal de choses. J'ai fait une formation en PNL, j'ai fait une formation de coaching. Je me suis intéressé à la ProcessCom également, au MBTI, enfin à plein d'outils. Et puis je me suis rendu compte quand même que, en tous les cas pour moi, le disque me semblait être le plus opérationnel, le plus intuitif à utiliser, parce qu'on faisait une analogie avec les couleurs, et que les couleurs déjà évoquent des choses, c'est comme ça qu'on présente l'outil, et qu'il était tout public, et qu'il était, tout compte fait, assez facile à comprendre, parce qu'on a déjà des compétences inconscientes par rapport aux couleurs. Donc je conseille évidemment à chacun de s'intéresser au disque, que ce soit dans la vente, le management, la prise de parole en public, tout le temps, puisqu'on parle de communication, et la communication, on en fait tout le temps. Pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle, on va un peu en faire le tour ensemble. Donc DISC, c'est un acronyme. Absolument. Voilà, donc de William Marston. Oui, voilà, le grand William Marston. Psychologue américain. Également créateur du personnage de Wonder Woman. Voilà, on peut faire un bon duo, là, on est bien. On trouve les 4 couleurs d'ailleurs sur son... Ah, c'est vrai. Sur son déguisement, enfin pas son déguisement, mais son costume. Son costume, oui, c'est mieux qu'un déguisement. Et donc D pour dominance. I pour influence. S pour stabilité. Voilà. C pour conformité. Voilà. Donc ça, on a fait ça. Et puis, on associe des couleurs. Donc, le D pour le rouge, le I pour le jaune, le S pour le vert, le C pour le bleu. Et ce qui permet, quand on travaille cette méthode, de dire, tiens, déjà, le rouge, ça vous évoque quoi? Et puis, les gens, ils mettent des mots. Et en général, ils mettent des mots qui sont assez proches de ce qu'est le rouge. Genre, fonceur, énergique, rapide, direct, indépendant. Et puis, les interdits, le feu rouge, tout ça aussi, d'ailleurs, parce qu'on a le côté obscur. L'urgence, etc. Et donc justement, un personnage comme ça, un personnage rouge, si je te dis, tiens, comme tu es imitateur, on va en profiter dans ce podcast vidéo, qui tu pourrais nous faire comme personnalité? Alors quand on explique qui est rouge, en tout cas rouge dominant, parce que il y a toujours des discussions de dire ah oui, mais on n'est pas qu'une seule couleur.
on est 4 couleurs, mais en général, Évidemment. on a quand même une ou deux dominantes. Et je ne sais pas quel personnage tu vas choisir, mais il y a de grandes chances que on voit quand même beaucoup de rouge chez cette personne, Ouais. et peut-être moins d'autres couleurs. Ben, c'est souvent les politiques qu'on nous cite. Quand on décrit le rouge, on va nous citer les politiques. On va citer Sarkozy et Trump en premier, toujours. Donc Sarkozy, parce qu'il y a vraiment ce côté direct où vraiment il fait, voilà, il dit les objectifs. Écoutez ce que je vais faire, monsieur Mollet. Hein, tu t'invites Sarkozy à dîner, il va te dire ça, quoi. Ce que je vais faire, monsieur Mollet, c'est que je vais prendre un peu de brie, après je vais sauver le monde, et puis je reviens pour la tarte aux pommes. Objectif, objectif, objectif. Et puis, tu as aussi dans le rouge, tu retrouves des gestes qui ponctuent dans l'espace. C'est vrai. Et ça, c'est les gestes de Trump. Tu as I'm the best at doing gestures. No one pas does lui. gestures like me. Nobody. No one. Anything else is fake news, Mr. Mollet. All right? Il te manque les cheveux, mais, C'est sinon on est bien dedans. On est dedans. Ok. Donc oui, le rouge, il va à l'essentiel, il n'a pas de temps à perdre. Bah ouais. Faut lui parler résultats avant de quoi que ce soit. Mais chez ces deux-là, on va retrouver aussi quand même un peu de jaune aussi, en vrai. Hein. C'est marrant, j'ai du mal à avoir du jaune moi chez Sarko, mais bon, c'est une discussion. Ouais, c'est Ouais. une discussion d'experts. On va Ok, pas infliger ça aux gens. Donc après le rouge, effectivement, on a le jaune, hein, donc l'influence qui est expansif, enthousiaste, communicatif, démonstratif, sociable, tonique, un peu désorganisé, il parle dans tous les sens, ça peut. voilà, un peu foufou, mais très dans le contact. Oui. Il aime bien échanger avec les gens, il aime bien rigoler. Puis hyper créatif aussi. Hein. Ce sont les gens du marketing, la publicité, la communication. Voilà. Et donc, qui est ton personnage jaune fétiche, toi? Alors, ça va être Fabrice Lucchini, Ah, obligé, parce que Fabrice Lucchini, tu le vois sur les plateaux de télé ou Ah quoi. bah, tu lui dis un mot, il y en a pour Et 2 ça heures. part hein. dans tous les sens. Il va dire énorme, tu vois. La vente, pour moi, c'est à la fois l'exégèse inouïe d'une fuite inattendue vers la catharsis fantasmée d'un ailleurs hypothétique pour lequel l'allégorie. Tu vois, il y a ce truc aussi on fait des variations. Oui, le le ton ton est qui très monte, varié. qui descend, ça va vite, ça va moins vite. Il y a aussi chez un mec comme Ruquier, par exemple, c'est le sens de la blague. On sent que Ruquier, il a toujours ce truc où il cherche la bonne blague à sortir à tout moment. J'ai envie de dire, arrête ton disque. Hein. Le petit jeu de mots sur le disque. Très bien. Voilà. Ouais, ok, donc voilà, des personnages un peu hauts en couleur Ouais. et très expressifs. Ouais, Beaucoup absolument. de comics sont jaunes, enfin, en tout Voilà. cas dans l'image qu'ils donnent. Après, Exact. Et dans l'image qu'il donne, effectivement. Alors, on cite, enfin, moi, j'imite que les hommes, mais on a aussi plein. Souvent, sur le côté rouge, par exemple, on cite souvent Margaret Thatcher, qui avait ce côté, Oui, donc un homme. très. Non, 2025, monsieur Mollet. non, mais elle avait des côtés très masculins, mais bon. Oui, mais parce que c'est ce qu'elle allait chercher dans les années Ah, parce qu'on 70, appelait la 80. Dame de fer, hein, donc. Dame de fer, ouais. T'aurais pu dire Angela aussi, mais bon. Angela Merkel. Mais qui est plutôt bleu, hein, donc Ouais, on en parlera ouais, peut-être un peu plus ouais. tard. Ok. Ensuite, donc on a le vert, hein, donc le vert qui est attentionné, calme, coopérant, très patient, modeste, fiable, loyal, un peu effacé, qui a besoin que tout le monde s'entende bien. Et oui, c'est important. Voilà. Donc qui t'as en vert dans ta collection? Et c'est plus difficile à trouver parce que forcément, vrai, ce il sont est des effacé. gens qui s'exposent moins, donc on va moins le trouver. Mais souvent, les présentatrices et présentateurs télé vont chercher leur couleur verte C'est vrai. quand ils sont, tu sais, quand ils sont très... Comme Laurent Boyer. L'ami des stars, Laurent ouais. Boyer, ouais, qui avait ce côté-là. Mais, ou alors on pense à Nikos Aliagas, tu sais, quand il élimine quelqu'un dans la Starac ou dans The Voice, il va faire... Malheureusement, nous allons devoir nous séparer de Jean-Pascal. Jean-Pascal, tu as dit que Margaret Thatcher était un homme. Nous allons devoir nous séparer de toi. Reste toi-même, reviens l'année prochaine. On te garde vraiment dans nos cœurs. Tu vois, Merci. après, faire un câlin à la famille Merci, et tout. Nico. C'est vrai que dans les présentateurs, bon, alors, je sais pas si, je sais pas s'il fait partie de tes imitations, mais il y a Michel Drucker qui est pour moi aussi Michel Drucker, c'est vraiment... il installe vert, les gens c'est sur le ça. canapé rouge, il leur parle comme ça en les flattant. Toujours sur la même chaîne depuis 50 ans. Vraiment, C'est le mec, ça, il n'y a pas de changement. Ok, donc le vert, on l'a aussi. Et donc le bleu, lui, qui est voilà, très carré, très précis, rigoureux, quelqu'un qui aime bien que les choses soient bien faites, hein, très, très perfectionniste. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Précis. Analytique, logique, voilà, détaillé, qui aime le process, le comment est-ce que les choses sont faites, pas à pas, pardon. Voilà, ouais. Qui on Mais- a en bleu alors? Alors, et pareil, de la même manière, c'est un peu difficile à trouver, mais moi, j'ai remarqué un truc, c'est que les footballeurs ont appris à parler bleu. C'est-à-dire que tu les vois après un match, ils expriment aucune émotion et ils sont souvent dans l'analyse. Ok. Et je trouve que Didier Deschamps peut avoir ce côté bleu, Ah ouais, bon, moi je vois bleu aussi. hein, tu vois, en conférence de presse et tout. On peut s'entraîneur des bleus. donc. Ben, c'est l'entraîneur des Bleus, c'est pas pour rien. Il va te dire
Je vais vous donner la liste des 64 885 spectateurs qui seront présents au Stade de France pour le match contre la Croatie. Et puis, il va te faire des listes comme ça. C'est toujours très plat. Oui, dans l'analyse beaucoup. Et dans l'analyse, ouais. Pas mal de premiers ministres étaient ou sont bleus. C'est vrai qu'Elisabeth Borne l'était. Ouais. Michel Barnier. Alors, on sortira le podcast, on aura peut-être changé 4 fois de Premier ministre. Mais même François Bayrou, donc, qui est Premier ministre actuel au moment où nous enregistrons, a un côté bleu. Il prend le temps de dire les choses, pas à bas. Et là, on s'ennuie un peu. Bon, en tous les cas, fouillez cette méthode. Le livre de Pascal peut vous aider, mais faites des recherches aussi sur Internet et puis participez à une de nos formations, une de nos conférences. Et évidemment, ça vous aidera. Ça aide les vendeurs parce que ça aide aussi à mieux comprendre comment eux fonctionnent. Ça aide aussi à comprendre que dans la vente, on peut penser que souvent, on a l'image du vendeur tchatcheur. Donc plutôt jaune, c'est l'image qu'on peut avoir. Or, c'est sûrement pas les meilleurs. Non. C'est vrai que quand moi je dis que dans la vente, il y a 4 grandes phases. La prise de contact, la phase de découverte, que j'appelle la phase connaître, la phase convaincre, qui est la phase d'argumentation, et la phase de la conclusion, qui est plus... Voilà, à un moment donné, il faut signer. C'est plutôt le jaune qui sera bon sur la prise de contact, plutôt le vert sur la phase connaître, parce qu'il est très empathique, il est très à l'écoute. Le bleu, qui est plus analytique, sera sur la phase convaincre meilleur, parce qu'il connaît bien son offre, il saura par les bénéfices clients, etc. Puis celui qui dit, bon allez... C'est bon, on n'a pas de temps à perdre. Ouais. Donc, qui sera plutôt rouge. Donc, quand on connaît ses forces, on sait sur quoi on doit travailler. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et puis après, l'idée, c'est d'être capable de le détecter chez l'autre. Ouais. Et on voit, c'est à travers le visuel, le verbal et le vocal, l'attitude, la posture, le ton, qui vont nous aider justement à comprendre. Et attention à ça, parce que les gens disent, oui, il faut imiter. Non, il faut se synchroniser. Après, c'est qu'une question de bon sens. On n'a pas obligé d'utiliser le disque. Maintenant, c'est sûr que si on a quelqu'un qui speed, qui dit bon allez on y va, si je commence à dire ah d'accord, alors attendez, donc si je reprends ce que vous me disiez tout à l'heure. Bon écoutez monsieur Collet, moi j'ai 5 minutes. Bon. Donc évidemment ça ne marche pas, donc c'est qu'une question de bon sens. Maintenant, je crois que tu en as parlé, c'est déjà se centrer sur l'autre avant d'être centré sur son produit, sur son offre. Moi, je dis, occupe-toi de tes produits, tes clients partiront, occupe-toi de tes clients et tes produits partiront. C'est que si je suis centré déjà sur la personne, maintenant, être centré sur la personne, c'est une chose. Et se dire, tiens, comment elle fonctionne et qu'est-ce que je dois faire moi pour m'adapter et sortir de qui je suis, c'est une plus grande difficulté. En fait, au-delà du modèle ou de tout modèle, ou de tous les outils qui sont utilisés, c'est la qualité essentielle. Et pour toute personne, d'ailleurs, qui veut être un leader, un bon leader, un bon vendeur, un bon parleur, machin, tout ça, c'est l'empathie. Et l'empathie, c'est pas juste un mot qui rapporte 50 points sur LinkedIn. L'empathie, c'est vraiment une notion importante. C'est la capacité à voir le monde avec les yeux des autres. Et pour moi, une bonne vendeuse, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui a la capacité de voir le monde avec les yeux de son prospect pour que ce prospect devienne un client. L'empathie. Et c'est super bien résumé parce que c'est vrai que la première vertu, parce qu'on me dit oui, mais alors on met les gens dans des cases, tu l'as déjà entendu. Bien sûr. Mais en fait, je dis, dès que tu rencontres quelqu'un, tu mets dans une case. C'est vrai. C'est-à-dire que dès que tu croises quelqu'un, tu dis, il a l'air sympa, pas sympa. Voilà, il n'a pas l'air très, très accessible. Celui-là, c'est un foufou. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a un langage qui permet quand même d'être, il est quand même plutôt rouge dominant, jaune dominant, vert dominant, bleu dominant. Et la première vertu pour moi dans la vente, c'est déjà, si on se pose la question sur la dominante de l'autre, c'est que déjà, on s'oublie en fait. Si déjà, je me suis en train de dire, tiens, qui j'ai en face de moi, je suis déjà en train d'oublier que dans la vente, c'est certainement une des premières vertus. Et quand tu parles d'empathie, c'est ça. C'est déjà, je m'oublie un petit peu et j'essaie de comprendre. C'est exactement ça. Ça. Bon, en tous les cas, voilà pour le disque. On n'est pas sur une formation disque, mais on voulait quand même. C'est des sujets. C'est parler de sujets, de toute façon. Parler de cet outil et qui est un outil incroyable, alors qu'il y a presque maintenant 100 ans, mais qui est toujours d'actualité en fait, parce que ça fait très longtemps qu'on essaie de comprendre les comportements. Oui, je pense que nos ancêtres préhistoriques essayaient de comprendre le comportement. Alors moi, les premières études que j'ai, mais qu'on doit avoir en commun, c'est moins 400 avant Jésus-Christ. Avec Hippocrate, tout ça. Voilà, c'est ça, bien ça. sûr. Donc, oui, et on retrouve les mêmes choses. Les 4 éléments, les 4 éléments, c'est les mêmes 4 tempéraments. Et puis Hippocrate, mais voilà, donc ça fait longtemps qu'on essaie de comprendre l'être humain et on va continuer à essayer de le comprendre. On va parler d'un autre de tes sujets d'expertise. Un outil que tu apprécies particulièrement, tant il est bien utilisé dans les entreprises. Je sens un point d'ironie, on va voir où est-ce qu'il veut en venir, mais là, le suspense est à son compte. Et non, je ne parle pas d'Excel. Je vais te parler de PowerPoint, car je sais que c'est... Voilà, tu en fais... je
crois que tu as même une conférence sur le sujet, ou en tous les cas une partie, Non, une partie de tes conférences. Voilà. En fait, dans mes conférences sur la prise de parole, je demande au client si le client veut que je parle du PowerPoint ou pas. Et souvent, souvent c'est oui. Okay. Donc, PowerPoint, c'est quoi les pires trucs que tu as vus déjà dans l'utilisation de PowerPoint? C'est quoi les pièges dans lesquels on tombe? Alors, évidemment, quand on dit PowerPoint, c'est vraiment le terme générique, que ce soit sur Keynote d'Apple, machin, tout ça, c'est exactement la même histoire. L'idée, c'est le diaporama. Ouais, c'est ça. Et pas forcément le pire truc que j'ai vu, mais finalement, le truc qu'on voit tout le temps, c'est déjà le fait d'utiliser dans 97,2% des présentations en entreprise. Comme disait Albert, verra bien. Oui, voilà, c'est ça, c'est très précis. On utilise un diaporama. Et à chaque fois qu'on utilise un diaporama, on utilise un diaporama tout le long de sa présentation. Donc pour moi, c'est déjà ça, c'est hyper révélateur. Alors qu'il y a 25 ans, ça n'existait pas. Et ça n'existait pas, donc on prenait la parole sans il y avait les transparents. Ouais, voilà, il y avait les transparents, mais du coup, il fallait être parcimonieux quand même, parce qu'il fallait imprimer tout ça. On parle d'un temps que les moins de 50 ans peuvent pas connaître. Avec le vidéoprojecteur, tu mettais le truc en plastique, t'écrivais. Mais ouais, et les profs faisaient ça à la fac et tout. Et donc, comme on a son diaporama, on a envie de tout mettre dessus, parce que ça ne coûte rien de tout mettre dessus, puisque c'est de l'informatique, et puis parce qu'on se dit, comme ça, je n'oublierai rien, comme ça, j'ai mon prompteur. Donc finalement, le premier écueil dans lequel on tombe, c'est d'utiliser son diaporama comme un prompteur. Évidemment, les présentatrices et présentateurs télé ont un prompteur. Nico Selagas, il a son prompteur, mais sauf qu'il ne le montre pas, son prompteur, il n'y a que lui qui le voit. Bienvenue à la Star Academy pour cette 24e saison. C'est écrit sur son prompteur, mais il ne le montre pas. Donc ça va, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on utilise PowerPoint, on a un prompteur et on montre le prompteur aux gens. Oui, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On répète exactement ce qui est écrit. La personne qui est en face se retrouve prise entre deux choses à faire, doit porter son attention sur ce qui est dit par la personne qui parle, doit porter son attention sur ce qui est écrit sur le truc derrière. Ça fait beaucoup de choses à penser. Du coup, le cerveau, il explose. Et du coup, on commence à penser à autre chose. Parce qu'en plus, on lit plus vite que ce que la personne Mais voilà, c'est ça. dit. Donc, on a anticipé, quoi. Donc, c'est même plus intéressant. Ouais. Donc, effectivement, ça poussé à l'extrême, ce sont les listes à puces. Et une puce, une sous-puce, une sous-puce, une sous-puce, une puce, une puce, une puce, une puce. C'est l'extrême. Mais après, tu as aussi les longs, les schémas. Un schéma, c'est bien, c'est visuel un schéma. Sauf que quand un schéma est surchargé, on n'y comprend plus rien. C'est incompréhensible, ouais. Donc un schéma, ça peut être bien, mais il ne faut pas qu'il soit surchargé. Un graphique, de la même manière, un graphique, c'est bien, c'est visuel. Sauf qu'un graphique qui est surchargé, on est là, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je regarde? Où est-ce que je regarde? Et boum, pareil, de la même manière, on est en surcharge cognitive. Donc, il faut se rappeler que le PowerPoint, il n'est pas là pour présenter un maximum d'informations, parce que le discours, il est porté par la personne qui parle. Il est là, le PowerPoint, pour soutenir visuellement ce qu'on est en train de dire. Et là, on parlait de Merabian qui était à UCLA. Moi, je vais te parler de Richard Mayer. Ah, je ne savais pas. Qui est aussi à l'Université de Californie, mais l'Université de Californie à Santa Barbara. D'accord. Donc, on va dire UCSB, okay. University of California Santa Barbara. Et donc, lui, il a écrit tout un bouquin qui s'appelle Multimedia Learning. Et donc, il a vraiment fait des expériences scientifiques pour prouver que si on dit quelque chose et que c'est écrit en même temps, les gens retiennent moins que si on le dit. Prouvé scientifiquement. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc comme ça, une fois qu'on a montré ça, on comprend que on utilise très très mal PowerPoint en entreprise ou dans un acte de vente. C'est la même étude où, parce que j'ai vu passer quelque chose comme ça, qui dit que là où il y a le meilleur taux de rétention, c'est quelqu'un qui écrit sur un paperboard, d'où ce qui s'est passé avec Simon Sinek et son Why. Avec son TEDx qui a marché. Non, c'est pas la même étude, mais bon, finalement, ça va un peu dans le même sens, quoi. C'est-à-dire que la mémorisation est plus forte là, en fait. Ouais. La personne dessine en même temps, explique. Ouais, parce qu'il y a un truc d'accompagnement, quoi. Donc, si on devait se donner 2 ou 3 trucs incontournables pour une présentation PowerPoint réussie, c'est quoi? Pour une présentation PowerPoint réussie, prenez 500 grammes de farine. Non, pas 500 grammes. Non, pour une présentation PowerPoint réussie, il faut d'abord commencer en dehors de PowerPoint. Se poser la question de qu'est-ce que je suis venu dire, quel est mon message principal, comment je vais le décliner en sous-message, quelles sont les anecdotes que je vais apporter, quels sont les éléments que je vais apporter, les informations que je vais apporter, les chiffres, tout ça, comment je vais commencer, comment je vais finir. Se poser la question de je structure ma prise de parole. Ok, ma prise de parole, elle est prête. Je sais ce que je suis venu dire. Maintenant que je sais ce que je suis venu dire, là, je peux me poser la question du PowerPoint. Je peux me dire, tiens, dans tout ce que je dis là, est-ce qu'il y a certains moments où ça a du sens de rajouter un visuel pour que les gens comprennent mieux
et ou mémorise mieux ce que je dis. Là non, là non, là oui. Là je vais mettre une photo. Ça va permettre aux gens de mieux retenir. Là non, là oui. Là je vais mettre un graphique, je vais mettre un camembert parce que je parle d'une répartition. Alors je vais mettre un camembert. Là non, là non, là oui. Là, je vais mettre un schéma, parce que ce que je raconte, c'est un flux. Et donc, pour montrer un flux, ce qui va être le mieux, c'est un schéma. Et comme ça, à chaque moment, c'est se poser la question de, tiens, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un visuel ou non ? Si ça ne vaut pas le coup, je laisserai l'écran noir. Si ça vaut le coup, je mettrai un visuel. Donc, ça doit juste être ton PowerPoint doit être un plus. C'est un plus. En fait, moi, un de mes leitmotifs, c'est ne laisse pas PowerPoint prendre ta place. Tu es plus important que PowerPoint. Mais dans le PowerPoint... Sinon, on l'envoie. On l'exporte en PDF et on l'envoie. Ouais, voilà. Et puis, chacun reste à la maison, quoi. Donc, il y a un côté rassurant, en fait, dans le PowerPoint. Il y a un côté rassurant parce que c'est un doudou, on l'a, on s'y raccroche, et puis on est rassuré parce qu'on n'a pas à créer de contact avec le public. On le voit tout le temps. Donc, alors, il y a plein de gens qui ne connaissent pas cette fonction. Mais alors, du coup, comment on gère les notes du commentateur ? C'est que PowerPoint permet ça. Mais oui, bien sûr. Un bandeau, est-ce que je dois tout avoir ? Est-ce que j'ai juste des idées ? Parce que du coup, c'est mon PowerPoint à moi. Enfin, c'est mon prompteur à moi, du coup. Ben oui. Si je le mets pas, c'est la fonction note en dessous de la diapo. Tu rentres ce que tu veux. Évidemment, l'erreur, ce serait de rentrer des phrases entières parce que du coup, tu te retrouverais à lire tes phrases entières et ce serait boring au possible. Donc, l'idée, c'est de mettre des mots-clés. Ok. Pour pas oublier ce que tu veux dire. Pour pas oublier ce que tu veux dire, de répéter avec ces mots-clés, de te dire, mais en fait, peut-être que j'ai pas besoin d'en mettre autant, donc d'enlever au maximum et de se faire suffisamment confiance et de répéter suffisamment pour se rendre compte de quoi tu as vraiment besoin et de quoi tu n'as en fait pas besoin, qui est juste une béquille ou un doudou et dont tu n'as pas besoin. Au bout, il arrive un âge où les doudous, on les prend, on les donne à son papa ou à sa maman, on dit, j'en ai plus besoin, ça y est. Il faut savoir s'en séparer. Il faut savoir se séparer de ces doudous. Merci pour ces conseils, Pascal. Attends, j'ai un dernier conseil quand même sur PowerPoint. Ah oui, j'avais demandé 3 en plus. Ouais, alors je sais pas combien je t'en ai donné, mais en tout cas, il y en a un. Ah, c'est le cadeau bonus. On va arrêter maintenant tout de suite avec la diapo. Merci de votre attention. Ah, ok. Mais non, parce que ça sert à quoi d'écrire merci de votre attention ? C'est la conclusion, c'est de dire Mais oui, mais justement, tu viens de dire. Moi, si je veux te dire merci de ton attention, je vais te dire. Je vais te dire, mais merci de votre attention. Mais si je l'écris, quelque part, ça me décharge du fait de le dire. Donc on arrête tout de suite. Dans les spectacles de stand-up, il y en a beaucoup de maintenant, parce que j'en écoute pas mal. Et souvent à la fin, ils disent merci de m'avoir écouté. Ouais, voilà, tout simplement. Voilà. Ou c'était Jean-Pascal Mollet, merci, salut. C'est ça. Ok, donc pas de slide, merci, à bientôt. Mais non, pas de slide, merci. Bon appétit. Bon appétit, ce que tu veux. Pas de cette slide-là, il faut le dire. Tu me disais que dans tes domaines d'intervention, donc il y a la communication, il y a le disque, il y a PowerPoint un petit peu, mais il y avait aussi un autre sujet qui était la conduite du changement. Non, le passage à l'action. Ah, le passage à l'action. Ça, c'est un petit sujet connexe, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Parce que c'est un sujet pour plein de commerciaux. Qu'est-ce qui peut les aider à passer à l'action ? Et notamment, moi, je sais que un sujet récurrent, c'est de passer à la prospection téléphonique. Les commerciaux ont toujours du mal. Ils trouvent toujours quelque chose de mieux à faire. Bon, allez, je vais m'y mettre. Ah non, il faut que je rappelle un client, j'ai un mail qui arrive, je vais y répondre. Il est l'heure d'aller déjeuner. Et puis, j'ai un rendez-vous cet après-midi, puis c'est fini. Donc, alors, je te prends un exemple concret. Mais là aussi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et comment tu peux nous aider ceux qui nous regardent ? Et oui. Là, on est presque sur une problématique de gestion du temps, dans ce que tu m'as dit là, de gestion des priorités et tout. Ouais, là, c'est pas mon expertise, mais c'est au-delà de la gestion du temps. Hein. C'est vraiment, il faut que je prospecte. Il faut que je passe à l'action. Quoi. Moi, quand je parle de passage à l'action, je débute avec la citation de Jean-Claude Van Damme sur Aware. Hein, tu sais, le grand philosophe. Le plus grand. Jean-Claude Van Damme, il dit, il y a des gens... Ils n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware. Ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent, les pauvres. Tu vois ? Et donc, il y a ce côté awareness que je transmets beaucoup dans le passage à l'action. C'est être capable de lever la tête du guidon, donc de se réserver des temps pour lever la tête du guidon, parce que finalement, on rejoint cette problématique-là. Quand on est commercial, on est dans sa bagnole, on va à droite, à gauche, on remplit le CRM, machin, on fait plein de trucs, quoi. Et du coup, on n'a pas le temps de lever la tête du guidon pour se dire, mais il y a peut-être d'autres tâches qui sont importantes, comme la prospection. Donc, c'est le côté lever la tête du guidon et être attentif à ce qui se passe autour de soi. Comment est-ce que fait tel collègue ? Tiens, j'ai jamais regardé comment est-ce que fait tel collègue. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il consacre. Comment font les meilleurs ? Voilà, il faut plutôt se dire, tiens. Comment font les meilleurs, d'ailleurs ? T'as raison. Ouais. Comment font les meilleurs ? Donc, lever la tête du guidon,
pour regarder devant, derrière, sur les côtés, ce qui se fait, ce qui existe, comment ça marche. Et être attentif à ce qui peut se passer et toutes ces opportunités qu'on peut saisir. J'aime bien utiliser les exemples de tout ce qui est sérendipité. Tu sais, c'est ces inventions qui sont nées un peu par hasard. Comme par exemple, il y a ce type, j'ai oublié son nom, qui se baladait en montagne dans les Alpes et puis il a remarqué tu sais, les trucs qui s'accrochent à ton pull, la bardane, ça s'appelle, voilà. Et lui, il a inventé le velcro. Ah, okay, juste parce qu'il a observé ça, quoi. Ah, ok. Il y a les types qui ont inventé le post-it. Oui, c'est ça. Il avait inventé une colle, machin, ça marchait pas collait comme pas trop bien, ça collait pas trop bien. Il a laissé tomber. Il y a un autre, il a trouvé que ça pouvait coller bien des documents et que ça pouvait se réutiliser plein de fois. Ils ont dit ok, on va le vendre, on va faire un post-it. Donc il y a vraiment ce côté aware que j'aime bien transmettre. Et puis pour vraiment concrètement passer à l'action, il y a le fait, tu sais, de compter à rebours de 5 à 0. C'est quand il y a un truc que tu n'as pas envie de faire, genre tu n'as pas envie d'aller courir alors que tu sais que tu devrais aller courir, tu n'as pas envie de faire tel ou tel, tu n'as pas envie de prospecter alors que tu sais que tu devrais le faire. C'est hacker ton cerveau et te dire, bon ok, je vais compter de 5 à 0 et quand ce sera à 0, j'irai. Et donc tu fais 5, 4, 3, et là tu sais, ton cerveau il pense plus qu'à compter 3, 2, 1, 0, boum, j'enfile mon short, hop, je vais courir. Et okay. C'est un truc, moi je l'utilise de temps en temps, quand il y a vraiment un truc que et notamment pour le sport. Je croyais que tu allais dire notamment pour venir ici, mais non. Non, pour venir ici, j'étais tellement heureux de venir. Et donc, c'est un petit hack comme ça, un petit hack du cerveau qui fonctionne pas mal. Tiens, je le note, ça peut m'intéresser aussi, ça. Voilà pour ces 2 petits tips. Je te redonnerai la référence de Nana qui a écrit un livre là-dessus, j'ai plus son nom en tête. Okay. Bon, si on le retrouve, tu écriras ça en bas du... Voilà, absolument. Très bien. C'est quoi l'anecdote la plus drôle ou la plus surprenante que tu as pu avoir lors d'une formation, tu en as fait beaucoup, ou lors d'une conférence, un truc vraiment qui t'est arrivé, qui t'a marqué Ouais. Voilà. Alors, il y a un truc qui m'a marqué, c'est pas drôle, mais ça montre une compétence qu'on peut tous et toutes acquérir en prise de parole. C'est un jour, j'ai fait une conférence pour une grosse boîte de télécom dont le nom est une couleur. Okay. Donc Vert Télécom, bien sûr. Vert Télécom. Et donc, je suis invité à faire cette conférence. Il y a une centaine de personnes. C'est une conférence sur la prise de parole. Et puis, on a rajouté un peu de trucs sur les Jeux Olympiques parce que ça se passe pas longtemps avant les Jeux Olympiques de Paris, tout ça, enfin de France. Et donc, j'arrive sur place. Je papote un petit peu avec les personnes qui m'avaient fait venir. Et à un moment donné, je dis, je vais brancher mon ordinateur. Donc, je cherche pour brancher mon ordinateur. Donc, j'ai mon ordinateur, j'ai mon câble HDMI et tout. Je suis là et je cherche la prise HDMI. Je ne la trouve pas. Donc là, on est embêté quand même. On était peut-être une demi-heure avant la conférence. Et donc, on cherche. Et là, on se dit, la prise HDMI, en fait, elle est sous la scène. C'est-à-dire que les gars, ils avaient monté une scène. Mais la prise HDMI. Ah, c'était monté pour toi, pour ton événement. Ouais, pour mon événement. Et en fait, c'est une scène amovible dans cette salle. Elle est sous la scène, quoi. On est là. Bon, ok, d'accord. Alors, on va essayer de pousser la scène. Donc, on est là avec ma cliente, essayer de pousser la scène. On n'y arrive pas, bien sûr. Et puis, l'heure avance, tu vois, il reste plus que 20 minutes. Bon, ok. On se dit, on va appeler les gars qui ont monté la scène pour qu'ils nous poussent la scène et qu'on puisse brancher la prise HDMI. On appelle les gars, on ne les trouve pas. Introuvables. Il reste plus que 10 minutes. On les trouve toujours pas. On essaie de trouver des solutions. Tout le monde panique un petit peu. Moi, je reste hyper zen. Pourquoi ? Parce que je sais que je n'ai pas besoin de mon PowerPoint pour réussir ma conférence. Ma cliente, elle le sait pas. Donc, elle est un peu stressée. Donc, on appelle les gars. C'est mieux avec. C'est mieux avec, voilà. Okay. C'est mieux avec, mais finalement, il n'y a rien d'indispensable, on peut faire ça. On arrive, et puis, alors, ce qui se passe, c'est que cette conférence avait lieu à Lyon et que dans l'après-midi, je devais être à Orléans, donc on ne pouvait pas dépasser, quoi. Donc, au moment donné où il faut commencer, on commence, et moi, c'est pas grave, je commence sans mon truc. Et donc, voilà, je fais ma conférence, ça marche bien. Au bout de 10 minutes, il y a les 2 gars qui montent la scène, qui débarquent. C'est ici pour la scène. Donc là, j'aurais pu m'agacer, j'aurais pu leur dire, non, écoutez, là, ça marche, on a démarré la conférence. Et non, j'ai utilisé une compétence que moi, j'ai développée en faisant de l'improvisation théâtrale, qui est la compétence du oui et. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, je ne décide pas que c'est un problème, je décide que c'est une opportunité. Oui, j'accepte ce qui se passe et j'ajoute quelque chose dessus. Donc là, les 2 gars, je leur dis, mais allez-y, entrez, bougez cette scène. Et je me suis dit, mais ça va être un grand moment en vrai. Et donc, pendant que les mecs qui bougeaient la scène, moi, j'ai interrompu ma conférence. J'ai pas continué à raconter mon histoire. Non, je me suis moqué d'eux. J'ai interpellé le public. J'ai vraiment été en mode stand-up. Mais vraiment, je me suis un peu moqué d'eux parce qu'ils m'avaient gonflé quand même. Mais je voulais pas leur dire, vous m'avez gonflé. Je voulais leur dire, alors, ça va, faut pousser le truc et tout, machin. Donc, je les ai un peu charriés. Ils ont bougé la scène, on a retrouvé la prise HDMI, on a branché la prise HDMI, ils sont repartis. Et en fait,
ce qui aurait pu être un vrai gros problème, c'est-à-dire, ah, j'ai pas mon PowerPoint, je panique, ou ah, les gars, ils sont pas là, je panique, ou ah, les mecs, ils arrivent alors je suis en train de parler, je panique. Non, ce ne sont devenus que des opportunités, et cette conférence, elle est devenue encore plus mémorable, à la fois pour moi et pour mon public, parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose, et que en plus, les gens, ils ont dit, putain, il est fort, le mec. Ouais, le mec il arrive est fort, à rebondir et à profiter du. Voilà. C'est comme des fois dans les spectacles de stand-up, tu dis le gars, mais il est incroyable, il improvise. Et puis en fait, tout est écrit, tout ça, mais à la fin, tu dis, ouais, incroyable, franchement, les punchlines sur les gens, etc. Alors que tu sais que dans 90% des cas, 95% des cas, Oui, quasiment tout est écrit. Tout est écrit. Et puis après, mais il crée quand même des interactions avec l'auditoire. Tu vois, des stand-uppers, des stand-uppers qui créent des interactions avec l'auditoire et qui savent très bien utiliser ce que raconte l'auditoire. Ouais. Alors, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Et justement, alors ça vient en rebond de ce que tu viens de dire, mais si tu devais donner un conseil aux commerciaux qui nous regardent, mais aux gens en général, mais plutôt aux commerciaux, peut-être d'ailleurs dans ce que tu as déjà perçu toi en tant que client, pourquoi pas, mais le conseil principal de Pascal Aumont, c'est quoi? Le conseil principal de Pascal Aumont, c'est soyez sympa. Ok. Soyez sympa, ça veut pas juste dire soyez un gars ou une nana cool, rigolote et tout. Non, parce que ça marchera pas avec tout le monde. Non, ça marchera pas avec tout le monde. Mais on va élargir la notion de sympa. Soyez sympa, c'est ayez ce côté miroir avec la personne que vous avez en face de vous pour créer ce courant de sympathie, dans le sens, si on regarde sympathie, en fait, ça vient du grec, syn c'est ensemble et pathos c'est souffrir, en théorie. Bon, d'accord, mais on va l'élargir à vivre des émotions ensemble. Donc, soyez sympa, c'est synchronisez-vous suffisamment bien avec l'autre pour que vous viviez des émotions ensemble, pas chacun de votre côté. On en revient à cette notion de connexion, on en revient à cette notion de relation, parce qu'on sait que même les gens qui semblent les plus rationnels, les gens, on a l'impression qu'ils sont qu'avec leur tableau Excel pour prendre une décision, en vrai, ils prennent leurs décisions aussi avec leurs émotions. Et les émotions, elles vont venir du fait que la personne en face de nous, on va avoir confiance en elle, on va pas avoir confiance en elle. Et c'est par la sympathie qu'on va créer ce lien de confiance. Et surtout ne pas être antipathique, évidemment. Évidemment. On est dans l'opposé. Très bien, merci Pascal. Alors, je laisse toujours une minute à la fin de ce podcast, une minute carte blanche. Okay. Tu en fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, tu parles de ce que tu veux. Voilà, mais tu as une minute pour clôturer ce podcast, cet épisode. Ouais. Alors, je voudrais parler de la visio. Parce que depuis 5 ans, on vit tous et toutes énormément de visio. Et moi, j'ai un cheval de bataille, un combat super important. On nous a dit qu'il faut avoir des combats quand on prend la parole. Donc le combat, c'est arrêter avec ce cadrage en contre-plongée. Tu sais, c'est le cadrage où on est cadré comme ça. Là, je fais avec le... J'ai vu tes vidéos sur le sujet. Ouais. Sur le sujet, où c'est double menton, narine apparente et lumière au plafond. C'est un cadrage qui n'est pas du tout flatteur. Donc il faut vraiment juste essayer de faire en sorte d'avoir les yeux à la hauteur de sa caméra, d'être suffisamment large pour qu'on voit la gestuelle, et voilà, et puis d'avoir l'air bien, quoi, enfin de ressembler à quelque chose, parce que l'image qu'on projette en tout début dans les premières secondes, c'est une image qui va rester en face. C'est vrai. Et les actes de vente se font aussi quand même beaucoup en visio, donc de plus en plus. Les gars, les filles, vous m'arrêtez cette contre-plongée immédiatement, on est d'accord? Ok, merci. Merci pour ce conseil, et c'est vrai que de plus en plus de commerciaux utilisent la visio, depuis ce fameux épisode du Covid. Oui. Tu sais ce que veut dire Covid? Non. Commercial en vidéo. Ah, je ne connaissais pas ce mal. Donc depuis ce temps-là, effectivement, il y en a beaucoup, et tes conseils sont très justes, et c'est vrai qu'il faut déjà avoir cette cohérence de je fais comme si j'avais quelqu'un en face de moi, donc oui, on parle pas de tête à tête comme ça, il y a des gestes, et puis on essaie d'être au même niveau, enfin voilà. Ouais. Après, et on regarde la caméra plutôt que de regarder les vignettes, bien sûr. Ça c'est plus difficile. C'est plus difficile, hein. Mais oui, c'est vrai, et puis avoir la bonne lumière, etc. Enfin bon, environnement professionnel et pas la cuisine derrière, enfin voilà, ça, avec la vaisselle qui s'empile. Tiens, bien sûr. C'est une bonne idée d'épisode de podcast, ça. Bon, en tous les cas, merci Pascal Aumont. Merci à toi. Je vous conseille évidemment d'aller regarder. Il est très actif sur les réseaux sociaux avec plein de vidéos, YouTube, LinkedIn, Instagram, beaucoup. LinkedIn, etc. Instagram, TikTok, tout ce que tu veux. Le livre La prise de parole en public avec le modèle disque de Pascal Aumont. Et un grand merci à toi d'être venu jusqu'à moi. Merci à toi, merci pour l'invitation. Super riche. Et puis, voilà, à très bientôt. À très bientôt. Salut Pascal. Salut. Merci, bye bye.